Bonjour à vous, chers amis, et soyez les bienvenus à notre rendez-vous hebdomadaire de revue de l'actualité. Les 7 jours qui viennent de s'écouler ont été cadencés par deux actualités majeures. Il y en a une qui me place, évidemment, moi-même, au cœur de l'actualité, dont je vais principalement m'en tenir à cela, en revenant sur quelques points qui semblent retenir l'attention des uns et des autres. Mais il y avait évidemment cette autre actualité nécrologique. Nous avons perdu un grand homme. Il s'en est allé, le cardinal Christian Toumi. Paix à son âme. J'ai fait une réaction à ce sujet que vous avez certainement lu. Parce que je considère que pour un prélat, et Dieu sait qu'il en a été un, s'en aller pendant le week-end de Pâques est une grâce. Il n'y a pas de bon moment pour s'en aller, mais on peut penser qu'à son âge, pour ce qu'il a été au sein de l'Église catholique, à laquelle il a consacré l'essentiel de sa vie, c'est une grâce. On peut penser par abus que Dieu l'a, ou plutôt par prétention discursive, on peut penser que Dieu l'a appelé au bon moment. Paix à son âme. Je fais partie de ceux-là sur qui il a imprimé, lui, le cardinal Toumi, des traces indélébiles. J'ai rencontré le cardinal Christian Toumi pour la première fois en 2004. En 2004, à l'époque, je travaillais, c'est l'année de mon entrée en politique, on peut le dire comme ça. Je travaillais avec Chief Mila Assoute, qui avait publié un ouvrage qui a été préfacé par le cardinal Christian Toumi. Et c'est à cette occasion que, accompagnant Chief Mila Assoute, je l'avais rencontré à Douala, là où il officiait encore à l'époque, et que j'ai pu avoir mes premiers échanges à bâton rompu avec lui. Et je saisissais déjà, j'avais 24 ans à l'époque, en ce moment-là, la charge spirituelle que dégageait cet homme et qui, je crois, a irradié la communauté camerounaise dans son entièreté, y compris ceux qui ne le portaient pas en grande estime. Je l'ai rencontré plus tard encore, quelques années après, dans le cadre du réarmement moral, des activités de réarmement moral, lors d'un séminaire consacré à cet effet organisé par, entre autres, Papa Okomengue, c'était au centre Jean 23. Il nous avait fait un exposé sur la discipline. Sur la discipline. Il avait commencé son propos à l'époque en attirant notre attention sur une évidence. Dans les devises des établissements scolaires, il nous disait, prenez les établissements scolaires dans leur grande majorité, vous verrez que c'est toujours travail, discipline, succès, ceci ou cela. Et c'est par cet entame-là qu'il essayait de nous démontrer quelle était la place de la discipline dans l'accomplissement d'une vie, dans l'accomplissement d'un homme. Et il nous disait que la discipline était au sommet de tout. Et que sans discipline, on ne pouvait parvenir à rien du tout. C'est un exposé dont je me souviendrai toujours, qui avait tenu sur environ 2 heures. Et je dois avouer qu'au sortir de cet exposé, j'ai été plus discipliné qu'avant. Et c'est parfois comme ça qu'une rencontre ou 2 rencontres peuvent marquer une vie. Et Cardinal Toumi était justement de ces personnes-là, de ces personnages-là, que vous n'avez pas besoin de rencontrer plus d'une fois. Chacun des échanges avec lui, chaque moment passé avec lui, était un moment d'enrichissement. Et dans mon cas, j'ai eu la grâce d'être à ses côtés lors du grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun en septembre-octobre 2019, consacré à tout cas au prétexte de la crise anglophone, et il était
un grand acteur de la cause anglophone. Pas qu'il défendait particulièrement les anglophones, mais il faisait partie de ces personnalités camerounaises qui se sont insurgées de façon constante contre les injustices et les négligences qu'il y avait sur cette question ou autour de cette question. Et il était le président de la commission en charge des personnes déplacées. Là-dedans, il y avait entre autres le ministre Atangandji, de hautes personnalités, de haute notabilité de la partie septentrionale, de la partie anglophone. Le ministre Ngolé en faisait également partie, le ministre des Affaires sociales, Sa Majesté Atanganamanda, et d'autres encore. Et nous avons passé un grand moment sous sa modération, sous sa direction, sous sa présidence. J'étais modestement à ses côtés le vice-président de cette commission. Et pour moi, c'était un privilège. Et j'en ai également beaucoup appris. Je pense que si tous ceux qui ont été touchés directement ou indirectement par le cardinal Christian Toumi conservent jalousement le cachet qu'il a imprimé en eux, on peut penser qu'il a laissé une armée spirituellement forte. Et si cela se donne pour mission, comme c'est le cas pour moi, de poursuivre son œuvre pour que lui ne meure jamais dans nos esprits, je pense que le Cameroun a lieu aujourd'hui, au moment où il se sépare de ce grand homme, de ce grand esprit, de s'enorgueillir. Venons-en maintenant à cette actualité qui le passionnait tout autant, qui passionnait le cardinal Toumi, la question, l'initiative qui a été prise par un certain nombre de partis politiques. Celle qui a été sanctionnée par le communiqué du 1er avril 2021. Le communiqué est assez renseigné, il est assez clair. Mais bon, le jour même, le jour d'après, on a suivi beaucoup de commentaires. Et je voudrais revenir là-dessus, en rappelant à tous ceux qui sont en train d'écouter que le même jour d'ailleurs, le même 1er avril, le secrétaire général du PCRN, M. Boubacarry Massardine, a signé un communiqué qui se voulait beaucoup plus explicite sur un certain nombre de choses qui auraient pu laisser l'impression d'une certaine ambiguïté. C'est un communiqué sur lequel il faut revenir, que je vous invite encore à lire. Vous trouverez très officiellement la position du PCRN. Donc, pour l'essentiel, c'est ce qui a été dit dans le communiqué qui va être fait. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Qui en est l'initiateur? Alors, tout simplement, parfois on se demande, face à ce type de choses ou d'initiatives, qu'est-ce qui est important? Est-il vraiment important d'aller chercher qui en est l'initiateur? Pourquoi chaque fois il faut trouver un prétexte à un concours de beauté politique? Mais non, il ne s'agit pas de ça. Ce qui compte, c'est la finalité. Mais si ça se trouve, nous étions couchés une nuit et on a tous reçu une révélation. Mais non. On n'a pas besoin qu'il y ait un initiateur de quoi que ce soit. Le code électoral au Cameroun, celui de 2012 qui est en vigueur, comporte encore un certain nombre d'insuffisances. Le dire, ce n'est pas faire montre d'une quelconque intelligence. Pour avoir participé aux élections, on sait qu'il y a des choses à améliorer. C'est d'autant plus évident que la France, un pays qu'on prend parfois un exemple, a un code électoral, notamment pour l'élection présidentielle, qui date de 1962. Il a été révisé encore tout récemment, en mars 2021, en début mars 2021, sur certaines dispositions relatives à l'élection présidentielle. Alors, la question de l'opportunité. Regardant les médias, j'ai vu beaucoup d'experts, beaucoup d'intelligence, hein, il faut saluer au passage, qui posent la question de l'opportunité. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi pas
à la veille des élections. Ah ben, j'ai même suivi un très grand expert qui disait, ben voilà, la prochaine élection sénatoriale, c'est 2023, la présidentielle, les législatives, les municipales, c'est 2025. Il y a d'autres priorités. Ben écoutez, depuis quand l'un empêche l'autre? Qu'est-ce qui peut être plus prioritaire dans un pays qu'un travail de prévention contre la guerre, contre l'émeute, contre les déchirements? Je ne vous apprends rien. L'un des premiers facteurs de conflit en Afrique, c'est les élections. Tous les terrains de guerre en Afrique, la plupart du temps, ce sont les élections ou la contestation du management de ceux dont l'élection est contestée. Ça revient au même. Le Cameroun a été traversé par une crise après l'élection présidentielle de 2018. C'est à cause des élections. Tous les rapports de l'ECAM depuis 2013 sont sanctionnés par des propositions, parce qu'il y a eu des élections en 2013, il y en a eu en 2018, il y en a eu en 2020. Je vous invite à vous procurer ces rapports et à les lire. Tous ces rapports d'Elections Cameroun sont sanctionnés par des propositions, toutes se rapportant à un certain nombre de dispositions qu'il faut réviser, à un certain nombre de vides juridiques qu'il faut combler, à un certain nombre d'ambiguïtés qu'il faut gommer. Mais c'est évident. Et puis de toute façon, le code électoral de 2012 est le fruit d'un travail acharné d'acteurs politiques ou des acteurs politiques depuis 1992. De 92 à 2012, il y a eu tellement de choses. D'ailleurs, c'est le lieu pour moi de remercier les acteurs encore vivants qui se sont attelés à cette tâche et ceux qui ne sont plus de ce monde, à qui nous devons ces améliorations. Avant l'Elections Cameroun, il y a eu ONEL. ONEL 1, ONEL 2, ONEL 3. D'ailleurs, je crois qu'avec l'ECAM, on en est à l'ECAM 3. Parce que de 2006 à 2012, il y a eu des révisions. Alors, justement, c'est le moment maintenant. Il ne faut pas attendre, comme quelqu'un le rappelait sur un plateau, honorable Koupita Damou, qui disait, ben, faut-il donc pour une fois attendre le jour du marché pour nourrir la poule? Ben, c'est bien maintenant qu'il faut s'y prendre. Donc c'est absolument opportun. Il y a d'ailleurs des questions d'opportunité qui ne prennent aucune ride. Hein. Il y a des choses qui sont toujours opportunes. Et améliorer un système électoral dans un pays sera toujours opportun. Ben, il faut bien qu'on le comprenne. Alors, j'ai suivi des commentaires sur la prise en compte de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Ben là, ça nous ramène encore au concours de beauté politique. Et bien moi, je tiens à le dire tout de suite. Comme nous l'avons dit dans notre communiqué, l'initiative a été prise par un certain nombre sous la houlette d'un certain nombre de partis politiques qui sont présents dans les institutions électives. Et moi, je tiens à vous le dire. J'étais, moi, particulièrement opposé à ce que ce soit un marché. Parce que s'il faut attendre de rassembler tout le monde, les Camerounais sont tellement intelligents, tellement ingénieux, que seulement s'accorder sur le lieu de réunion, s'accorder sur la date de réunion, s'accorder sur le nom de baptême de la plateforme, nous aurait pris 1 an. Alors, moi je suis de ceux qui ont dit, les Camerounais travaillent de façon régulière et constante sur cette question depuis fort longtemps. Et moi qui suis dans le champ politique depuis plus de 15 ans maintenant, il ne m'a toujours pas été donné d'avoir en possession soit un code électoral dûment rédigé, soit alors une proposition de loi dûment rédigée. Oui, il y a des travaux qui ont été faits sur les aspects à améliorer, sur les aspects à corriger, mais la plupart des acteurs, je ne dis pas tous, hein, il y a des documents qui existent absolument, mais je dis moi, je ne les ai pas encore eus en ma possession. En revanche, j'ai reçu beaucoup de documents, beaucoup de rapports, beaucoup de publications sur les insuffisances du code électoral. Et beaucoup de ces acteurs agissaient comme s'ils étaient gouvernés en toile de fond par l'idée qu'il appartenait uniquement au gouvernement d'introduire un projet de loi. Je peux les comprendre, c'est une approche réaliste. Sachant quel est le cadrage des équilibres à l'Assemblée nationale, effectivement, on peut penser que pour qu'un texte prospère, il vaut mieux qu'il ait émané de l'exécutif. Je le concède volontiers. Mais en théorie, il demeure que l'initiative des lois est bien partagée et par le gouvernement, tout au moins par l'exécutif, et par les parlementaires.
rien, mais alors rien ne nous interdit de faire une proposition de loi. Oui, il m'a été répondu que ces chances de prospérité sont minces. D'accord. Mais faisons déjà. Et ayant tous en possession ou en partage un document unique. Parce que voyez-vous, comme je le disais tantôt, la question électorale, elle est universelle. Tout le monde souhaite, y compris d'ailleurs la société civile, que nous ayons un code électoral consensuel. Tout le monde le veut. Ça n'a même rien à voir. C'est même une question essentiellement technique. Ça n'a rien à voir avec le combat politique. Ça n'a rien à voir avec les antagonismes politiques. Ça n'a rien à voir avec les rivalités et les calculs politiques. C'est comme la FIFA et les règles du jeu de football. Les membres de la FIFA sont des pays, des fédérations de pays qui sont toujours en compétition. La Coupe du Monde, organisée par la FIFA, est une compétition qui met en concurrence les membres de la FIFA. Donc ceux-là même qui sont membres de la FIFA tombent d'accord pour organiser une compétition qui les met en concurrence. Donc ce qui les met ensemble, c'est l'établissement des règles du jeu. C'est l'établissement des règles de jeu. Mais une fois que les règles de jeu sont établies et acceptées par tous, chacun les utilise pour gagner la compétition. C'est exactement cela. Nous tous, nous voulons un pays stable. Nous tous, nous voulons un pays en paix. Alors, pour éviter d'avoir un pays complètement déchiqueté après une élection, tombons d'accord sur les règles du jeu politique, les règles du jeu électoral. Une fois que ces règles sont écrites, équitables, acceptées par tous, c'est là qu'on parle de consensus. Le consensus ne veut pas dire unanimité. On ne pourra jamais tous, autant aussi intelligents que nous sommes, on ne pourra jamais tomber d'accord sur tous les i, les virgules, les points virgules et les 2 points d'un texte de loi. Ça, c'est clair. Mais au moins, un consensus peut s'en dégager, c'est-à-dire des choses autour desquelles nous sommes relativement, nous nous accordons relativement. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Et pendant qu'on va à cette réflexion, vous avez toutes sortes de choses qui sont dites. Mais non. Pour le Parti camerounais, pour la réconciliation nationale, il faut arrêter des règles du jeu. C'est pour ça que la question du leadership, j'ai été interpellé, je ne sais plus par quel journaliste, la question du leadership du groupe de travail. Je dis, mais leadership de quoi? Il y a eu une initiative. Nous travaillons, c'est ouvert jusqu'au 15 avril pour que tout le monde fasse des propositions. Après, nous allons arrêter un document et puis nous allons faire une proposition de loi de révision de la loi actuelle. Nous allons également donner naissance à un document qui sera un code électoral alternatif. Celui-là, c'est le plan B. Et si vous voulez, le plan de moyen ou long terme. Parce qu'à la vérité, s'il faut faire véritablement un code électoral alternatif au Cameroun, il faut réviser préalablement la Constitution, notamment sur une question connue de tous, comme celle de l'élection à 2 tours. C'est constitutionnel. Donc, dans une approche réaliste et pragmatique, il faut travailler d'abord dans un premier temps sur un texte de révision de ce qui existe, de l'existant, puis se préparer pour un changement ou un renouvellement beaucoup plus global, à moyen ou long terme. Donc, la question du leadership ne se pose pas. Chacun est leader de sa formation politique, du moins pour ceux des leaders qui y sont associés. Chacun est leader de son groupe. Les gens sont toujours libres d'appartenir au groupe qu'ils veulent. Donc, cette initiative n'est pas un concours de beauté politique. Non, ce n'est pas là-bas le vote. La compétition, ce n'est pas là-bas. Sur comment on arrête les règles du jeu. Non. Puisque ça doit nous convenir à nous tous. Donc, la question du leadership ne se pose pas. D'ailleurs, j'ai été interpellé également sur l'échec de l'opposition. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, l'opposition a toujours échoué, l'opposition n'a jamais pu faire de coalition. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, une fois encore, à quel point cette assertion m'a toujours amusé et étonné à la fois. Il n'y a rien de plus absurde que de dire que l'opposition camerounaise a échoué à se mettre ensemble. Ça ne veut strictement rien dire, alors je vous explique. Il y
y a plutôt lieu de se féliciter qu'à maintes reprises, l'opposition camerounaise est même plus coalisée. Mais il y a plusieurs exemples. En 1992, autour de Ni John Frundi, il y a eu une coalition. Là, en 2018, pour revenir aux élections qui sont beaucoup plus proches de nous, d'abord, il y avait 2 coalitions au moins à la présidentielle. Il y avait une coalition autour du président sortant, avec autour de lui un certain nombre de partis d'opposition, dont l'UPC, par exemple, dont le FSNC, dont l'UNDP. C'est une coalition de l'opposition, justement, mais autour du candidat qu'ils se sont choisis. Il y avait une autre coalition autour de celui qui a été proclamé deuxième, le candidat Maurice Kamto. Il me souvient que M. Akere Mouna, par exemple, a renoncé à sa candidature. Paul-Éric Kingé, paix à son âme, était agrégé à lui. L'ancien maire de Yabassi, Maboula, je crois, qui est président de parti politique, lui-même s'est associé à Maurice Kamto. Et je n'ai pas tout cité, parce que je crois d'ailleurs que M. Akere Mouna, en venant, est venu avec un certain nombre de leaders. Donc autour de lui, il y a eu une coalition. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de coalition. Mais quelle est la coalition que les gens souhaitent? La coalition de l'opposition. Ah, parlons-en. Alors, moi j'ai toujours dit, et je le maintiens, que l'opposition, ce n'est pas un parti politique. Non. L'opposition, c'est un mot français qui désigne l'ensemble des partis politiques qui n'exercent pas le pouvoir ou qui n'appartiennent pas à la majorité qui exerce le pouvoir. Mais ce n'est pas un bloc homogène. Et rien, mais alors, rien n'oblige les partis d'opposition à se mettre tous ensemble. D'ailleurs, ce serait catastrophique. Parce que ce serait même, non seulement mortifère pour la démocratie, mais ce serait surtout dangereusement confusionnel pour le travail idéologique. Là encore, je vais revenir à la France. Parce qu'il y a des idées dessus qui circulent au Cameroun, mais qui sont absolument ubuesques. Marine Le Pen est de l'extrême droite. Enfin, voici la droite. Jean-Luc Mélenchon est, dit-on, de l'extrême gauche. J'espère pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité française que ce n'est pas de sitôt que vous perdez de vos mémoires les volets de bois vert qui ont souvent ponctué les échanges directs ou indirects entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. A-t-on fait le reproche à l'opposition française de ne pas faire bloc? Mais non. Parce que pour se mettre ensemble, il faut une affinité. Et l'affinité primordiale, c'est l'affinité idéologique. Ok, nous sommes tous de la gauche, on peut réfléchir à faire un programme commun. D'accord. Dans ce cas, ça ne se fait pas la veille des élections. On est tous de la droite, on essaie de faire un programme commun. Et ça s'est souvent vu en France. Tout ce qui se construit autour de Jean-Luc Mélenchon, des Verts maintenant, et tout ce que vous voulez, ils sont d'un bord idéologique. Voilà ce qu'il faut encourager dans l'environnement politique camerounais. Que de balancer tout le temps dans l'opinion une idée, et là, ce qui fait florès, comme quoi tous ceux qui ne sont pas du pouvoir, ne sont pas proches, affinitaires au pouvoir, ils doivent se mettre ensemble. Alors, je vais donner une autre précision. Dans les pays comme la France, la Belgique et autres, la plupart des pays européens, même des pays africains, où on a un système électoral à 2 tours, il faut préciser que les coalitions ne se font jamais avant le premier tour. Non. Tout le monde va aux élections. Et lorsque le premier tour a dégagé 2 candidats, tous les autres qui ont été battus après le premier tour se déterminent donc autour de chacun des 2 candidats. C'est ce qui finit par faire un bloc. Le seul pays au monde, peut-être ce n'est pas le seul, mais celui qui est le plus connu, où il y a une élection à 2 tours, où il y a une élection à 1 tour, et où on a 2 candidats principaux, c'est les États-Unis. Mais c'est parce que le cadrage juridique prépare à cela. Je rappelle qu'il n'y a pas que 2 partis politiques aux États-Unis. Je rappelle même qu'il n'y a pas que 2 candidats souvent aux élections présidentielles. C'est juste qu'on fait rarement cas des autres candidats parce que leurs résultats sont tellement médiocres que les médias n'en font même pas cas.
Ben, faites vos recherches, vous verrez qu'il y en a d'autres. Mais c'est un cadrage historique qui a voulu qu'émergent deux principales forces politiques desquelles se dégagent deux candidatures. Ben, c'est donc de ce pays-là qu'il faut s'inspirer. Et vous verrez que je vais revenir encore à la question du code électoral. C'est de ce pays qu'il faut s'inspirer parce que les États-Unis sont l'un des rares pays au monde où un président sortant perd une élection à un tour. C'est pas évident. Autant je vous disais tout à l'heure pour l'Europe, vous verrez que généralement en Europe, dans tous les pays où il y a des élections à deux tours, le président sortant gagne systématiquement au premier tour. Je vous invite à faire cette petite recherche. Il a beau être impopulaire, généralement, il gagne au premier tour. Ça veut dire que si dans ces pays-là, il y avait une élection à un tour, il gagnerait toujours au premier tour. Mais les États-Unis, c'est atypique et c'est là-bas qu'il faut aller chercher les enseignements qui peuvent inspirer le Cameroun. C'est que là-bas, il y a une élection à un seul tour. Et parfois, un candidat sortant perd, ça a été le cas de Donald Trump. Alors, c'est donc possible d'être un président sortant et de perdre à une élection à un tour. Comment? Revenons aux États-Unis. Inscription massive, vote massif, surveillance rigoureuse du vote. Dieu merci, l'élection à l'issue de laquelle a été élu Joe Biden confirme ce que je vous dis. Parce que la crise qu'il y a eu avec le saccage des institutions, tiens, ça nous fait penser à quelque chose. Ben, c'est né du contrôle du vote, où il y a un bloc qui a dit, non, malgré le contrôle avec certaines failles et tout, voilà, la fraude a eu lieu ici ou là. C'est de ça qu'il faut s'inspirer. Vous comprenez donc pourquoi je dis encore que l'enjeu principal, ce n'est pas le code électoral. Je le dirai toujours. Raconter aux Camerounais que le code électoral, c'est la panacée. C'est la solution à tout. C'est un grossier mensonge. On peut même avoir une élection à deux tours et ne pas arriver à gagner l'ordre gouvernant sortant. Je vous invite juste à regarder tout autour du Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. On peut même avoir deux tours, un bulletin unique. Parce que l'une des choses que tout le monde souhaite, moi avec, modifier dans le code électoral actuel, c'est le bulletin. Parce qu'actuellement, avec les bulletins volants que nous avons, les gens sortent avec des bureaux de vote et vont les vendre derrière lorsqu'ils ont apporté la démonstration de ce qu'ils ont voté pour ceux qui leur donnent de l'argent. Donc il faut au moins un bulletin unique pour arrêter ce type de fraude-là. D'ailleurs, le RDPC nous a accusés, notamment dans l'Union Équilibrée, d'avoir corrompu les électeurs. Enfin, on leur a dit, tant qu'à faire, battons-nous tous pour qu'il y ait le bulletin unique. Comme ça, ni vous ni nous, personne n'accusera l'autre d'avoir payé de l'argent hors du bureau de vote, parce que là, il y aura un seul bulletin. Mais je vous invite encore à regarder autour du Cameroun. Vous verrez qu'il y a des États où il y a deux tours, bulletin unique. Le président sortant rafle au premier tour, parfois avec près de 80%. Et il est là depuis 40 ans, voire plus. Donc la clé est ailleurs. C'est vous, chers citoyens. Chez vous, c'est vous, chers compatriotes. C'est entre vos mains qu'il y a la solution. Il faut s'inscrire sur les listes électorales. Il faut voter. Il faut surveiller le vote. Chaque jour au Cameroun, il y a quelqu'un qui a 20 ans. Et moi, je vous dis, chaque jour, des fois, je suis inquiet parce que je rencontre un jeune de 21 ans, de 22 ans, qui ne sait même pas qu'à son âge, on peut voter. Donc, il est complètement écarté du champ politique. Il ne sait même pas qu'il a le pouvoir de participer au changement de ce qu'il décrit tous les jours. De ce que ses voisins décrivent tous les jours, de ce que ses parents décrivent tous les jours. Et ni les voisins, ni les parents ne pensent à lui dire, à aller s'inscrire. D'ailleurs, souvent, eux-mêmes, ils décrivent, mais ne sont inscrits nulle part. Ce n'est pas le code électoral qui va changer ça. Parce que dites-moi, d'accord, le code électoral est mauvais, mais vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales et vous abstenir de voter parce que le code est mauvais. Vous pouvez être inscrit et voter bulletin nul parce que le code est mauvais. Mais vous ne pouvez pas vous auto-exclure du champ politique au prétexte que le code électoral est mauvais. Ben si, comme beaucoup le disent, ce code est donc mauvais parce que ceux qui nous gouvernent veulent qu'il soit mauvais. Ça veut dire qu'en fait, l'objectif derrière, c'est de vous décourager, vous, à participer.
Ben, si ça les arrange donc, lorsque vous ne participez pas, et ils ont compris qu'ils vous maintiennent hors du champ politique, grâce à ce code que vous qualifiez de mauvais, ben écoutez, ils ne vont jamais le changer. Jamais. Parce que c'est leur arme redoutable. Ils savent que si le code est mauvais, vous ne participerez pas, le statu quo demeurera. Donc voilà, chers compatriotes, ce sur quoi je voulais vous entretenir. La question de l'après, c'est par là qu'on va sortir. La question de l'après, oh oui, vous allez rédiger le code, vous allez le déposer à l'Assemblée. D'ailleurs, il y a un ministre qui s'est permis de nous le rappeler, tellement nous en étions ignorants. Ben d'accord, ben écoutez, si on rédige une proposition de loi pertinente qui dit voilà, il y a telle disposition qui a un problème, voilà les implications de cette déficience, voilà la nouvelle formulation que nous proposons, tout cela figure dans un document qu'on appelle l'exposé des motifs qui accompagne toujours les projets ou les propositions de loi. Comme je l'ai dit, dans un esprit républicain et inclusif, nous allons demander à nos compatriotes qui sont à l'Assemblée nationale, de tous les autres partis politiques, nous allons leur demander d'examiner le document et afin qu'on s'accorde. Peut-être qu'ils ne vont pas valider tout ce qu'on aura proposé, mais qu'on valide quand même quelque chose. Mais si jamais ils nous opposent une fin de non-recevoir, bien évidemment, on ne fera rien. Mais au moins vous comprendrez donc ce jour ce que je viens de dire. Donc la clé est entre vos mains. Moi, je finirai cet entretien en vous disant, levez-vous, bougez-vous, participez. C'est le moment maintenant. C'est le moment qu'il faut aller s'inscrire. Parce qu'on a le temps de revendiquer l'an prochain lorsque la carte n'est pas sortie. C'est le moment maintenant de s'inscrire. Parce qu'on a la possibilité, c'est tous les mois de janvier, ça s'arrête tous les 31 août. Donc les listes sont publiées tous les 31 août. Donc on a tout le temps maintenant d'aller vérifier sur la liste de l'ECAM que notre nom figure ou pas. On a tout le temps maintenant de savoir exactement où se trouve notre bureau de vote. Parce qu'au moment où vous vous inscrivez, on vous indique où est votre bureau de vote. C'est maintenant. Pourquoi faut-il attendre la veille de l'élection présidentielle, des élections législatives, des élections municipales pour le faire? Et l'ECAM ne peut plus se déployer maintenant à cause du Covid. Ben, on le comprend très bien. Mais il y a un bureau ELECAM dans chaque commune du Cameroun. Dans chaque arrondissement du Cameroun, il y a un bureau ELECAM qui est ouvert tous les jours, de 8h à 15h30. Il suffit de s'y rendre. Ça vous prend 5 minutes. Vous êtes inscrit. Voilà le code électoral que nous devons tous écrire. Et là, je ne vous parle plus du code électoral comme étant le document que nous allons voter à l'Assemblée nationale. Je vous parle du code électoral comme étant le secret du changement. Et je l'ai décodé, ce code. Jusqu'ici, c'était compliqué. Nous avons réussi à le décoder. Le vrai code électoral au Cameroun, c'est le vote. Si on s'est compris, tant mieux. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.